Toute construction ou intervention bâtie dans un environnement fait référence de fait à la reconnaissance de ce qu'on appelle cette dimension excessivement importante qui est le paysage sonore. Et si le paysage visuel se limite au cadre du champ de la vision, le paysage sonore, lui, embrasse tout à la fois le champ visuel et surtout le hors-champ, c'est-à-dire ce qui échappe à la vision. Et là s'établit un rapport direct entre ce que j'entends et ce que je vois ou ne vois pas. L'appréciation est parfois troublée par la disjonction qualitative entre ces deux univers. Par exemple, je peux voir la mer et entendre surtout le bruit de la circulation de la route qui est située juste derrière moi. Ou bien être saisi par l'activité d'un carrefour urbain et n'entendre que le chuintement du sifflet d'une cocotte minute envahissant l'espace de la pièce depuis laquelle je regarde au travers d'un vitrage la vie externe. Voir et entendre ne sont pas toujours synchrones. D'où la nécessité de ne jamais se limiter à la compréhension d'un paysage par les seules restitutions visuelles que nous en donnent des photographies ou bien le dieu Google. Combien de projets sont réalisés sur ces seules bases de connaissance d'un site? Comprendre un paysage sonore, c'est avant tout s'y laisser pénétrer, l'écouter. Quelles sont les sources qui le composent? D'où proviennent-elles? Sont-elles lointaines? Sont-elles proches? Sur quelle profondeur de champ s'étagent-elles? Quelles en sont les qualités, les contenus informatifs? Comment se composent-elles ensemble? Selon quelle périodicité? Diurne, nocturne? L'ouvrage « Le paysage sonore » du musicien canadien Murray Schafer reste toujours une très bonne introduction à la compréhension de cette notion. En comparant 5 paysages sonores issus de 5 lieux distincts dans le monde, cet ouvrage décrit tout autant scientifiquement que d'une manière sensible cette notion majeure de la conception des projets. Il est courant de considérer l'aspect négatif d'un environnement sonore et de faire référence à l'acoustique pour s'en protéger. Mais l'approche qualitative est tout autant à considérer pour valoriser les choix perceptifs d'un environnement que d'en réduire légitimement les méfaits usuels. On va souhaiter se protéger naturellement d'une source industrielle, mais quelle attitude avoir vis-à-vis de la construction d'une école en tissu habité? Nous verrons plus loin les éléments plus scientifiques permettant de caractériser les sons, la puissance, la fréquence, la longueur d'onde, les conditions de propagation, etc., comme autant de définitions majeures à connaître pour en définir techniquement le contenu et les agencements. Mais, d'ores et déjà, il est majeur de ne jamais oublier cette nécessité d'une approche globale du paysage sonore dans la constitution de tout environnement, quelle qu'en soit l'échelle ou le site d'intervention. Ne jamais oublier que le son ne se limite pas à ce que la vision embrasse. Ce qu'il faut retenir, c'est que la connaissance du paysage sonore confronté au paysage visuel est un atout majeur dans la connaissance et la qualification du milieu dans lequel est projetée toute construction ou tout aménagement.